Ça peut paraître surprenant, mais une science étrange est à l'œuvre à l'intérieur de nos supermarchés. Certains des aliments que nous pouvons acheter aujourd'hui sont l'œuvre de scientifiques très créatifs, qui préparent depuis des décennies des repas sur mesure. Et je ne parle pas seulement des steaks extra tendres, avec des créations farfelues allant du bacon phosphorescent aux fruits et légumes hybrides complètement bizarres. Voici quelques-uns des aliments les plus étranges que nous ayons fait naître. Le chou venimeux. Il est de notoriété publique que les dards de scorpions du désert sont chargés de toxines mortelles. Mais tu seras peut-être surpris d'apprendre que depuis des décennies, des scientifiques servent ces toxines à nos légumes. En 1994, des scientifiques britanniques ont produit un lot de choux contenant du venin de scorpion. Ça semble fou, mais c'est tout à fait vrai. Et tout cela est possible grâce à la création d'organismes génétiquement modifiés, ou OGM. Les scientifiques ont inséré un gène producteur de venin trouvé dans le scorpion Androctonus australis dans l'ADN d'un baculovirus, un virus qui n'affecte que les insectes considérés comme nuisibles à la croissance des choux. Ensuite, un mélange contenant le virus a été pulvérisé sur une parcelle test de choux. Ainsi, lorsque des insectes comme les chenilles mangeaient les feuilles de choux, les toxines du venin produites par le virus génétiquement modifié qu'il avait ingéré, par inadvertance, faisaient immédiatement effet, empêchant les cellules nerveuses de transmettre les signaux entre les cerveaux et les muscles. Cette lésion des cellules nerveuses pouvait à son tour paralyser les insectes malchanceux, ou dans de nombreux cas les tuer. Mais aussi effrayants que puissent paraître les virus venimeux, les choux sont en fait tout à fait sûrs pour la consommation humaine. Diverses études antérieures ont montré que le virus n'a aucun effet sur les mammifères et que le venin produit par le scorpion n'est assez puissant que pour tuer des insectes. Mais considérerais-tu comme sûr des légumes qui te font face avec une queue et des pinces venimeuses? Je suppose que c'est à toi de décider. Mais tu n'auras sans aucun doute pas à t'en inquiéter avant longtemps, car depuis l'expérience sur les choux qui a eu lieu dans les années 90, on n'a toujours pas entendu parler d'une application à grande échelle. Et tant que la Food and Drug Administration n'aura pas dit que c'est sans danger, il est peu probable que nous tombions sur des abominations farfelues de ce genre. Mais comme tu le verras bientôt, si ces abominations sont ton truc, il y a encore beaucoup de choses à manger. L'arbre de Frankenstein. Si le concept d'un arbre à salade de fruits te fait rêver, tu seras agréablement surpris d'apprendre l'existence du très réel arbre de Frankenstein, autrement connu sous le nom d'arbre aux 40 fruits. Ce spécimen bizarre et singulier peut, tu l'as deviné, faire pousser 40 sortes de fruits différents. Et je ne plaisante pas. L'artiste Sam Van Aken a eu l'idée de faire pousser un seul arbre portant des fruits comme des pêches, des prunes, des abricots et des cerises vers 2008. Van Aken y est parvenu grâce à un processus étonnant appelé greffe de copeaux, qui consiste à couper un morceau de branche de l'un des arbres fruitiers souhaités, à l'insérer dans une fente d'une branche de l'arbre principal de travail et à l'envelopper de ruban adhésif pour qu'il se cicatrise tout seul. Une fois que les morceaux ont fusionné, la tâche bourgeonne pour former une nouvelle branche. Pendant 5 ans, Van Aken a ajouté à l'arbre des branches provenant de 40 plantes donneuses différentes. Par nécessité, les plantes qu'il a choisies présentaient déjà de fortes similitudes dans leur structure chromosomique. En fait, la pollinisation croisée serait impossible s'il ne s'agissait pas de variétés de fruits à noyaux, car elles n'auraient pas assez de matériel génétique en commun pour se reproduire. Des dizaines de ces arbres à fruits à noyaux Franken ont maintenant été plantés dans tous les États-Unis, et au printemps, les arbres aux 40 fruits prennent vie avec des fleurs blanches, roses et s'exposent à un éventail de fruits délicieux qui se suivent. Je ne sais pas ce qu'il a prévu d'autre, mais je dirais qu'il s'agit là de l'entreprise la plus fructueuse de Sam Van Aken jusqu'à présent. Les chèvres qui tissent l'étoile. On a déjà entendu parler de Spider-Man et même de Spider-Cochon alias Peter Porker. Mais aussi insensé que ça puisse paraître, des scientifiques ont en fait créé une véritable hybride chèvre-araignée. L'étrange saga de l'araignée chèvre a commencé au début des années 2000, lorsqu'un groupe de scientifiques canadiens de Nexia Biotechnologies a décidé de modifier génétiquement des chèvres pour qu'elles produisent de la soie d'araignée. Étonnamment, certains types de soie produits par les araignées sont 5 fois plus résistants que l'acier et plus élastiques que le caoutchouc, ce qui en fait une ressource très recherchée. Mais il est pratiquement impossible d'obtenir des quantités utilisables de soie d'araignée. Les scientifiques de Nexia ont donc épicé le gène de fabrication de la soie des araignées orbe dans la partie de l'ADN des chèvres qui produit le lait dans les mamelles. Ensuite, lorsque les chèvres femelles qu'ils ont développées avec ces gènes sont arrivées à maturité et ont produit du lait, celui-ci était rempli d'une protéine semblable à de la colle appelée fibroïne, qui, lorsqu'elle est purifiée, séchée, dissoute et filée en microfibres, offre une grande résistance et une grande extensibilité. Elle est donc parfaite pour les gilets pare-balles, les airbags et même pour réparer des ligaments humains.
Cependant, personne n'a encore trouvé comment produire la fibroïne en quantité suffisante pour qu'elle soit économiquement viable. Alors ne t'attends pas à voir beaucoup de chèvres araignées dans ton zoo local. Nous laisserons les hybrides araignées à Marvel pour l'instant. Un régal pour les yeux. Le brocoli et le chou-fleur sont des aliments de base d'une assiette saine. Mais si tu as l'impression de te lasser des versions ordinaires de ces légumes, pourquoi ne pas essayer un croisement exotique entre les deux? Voici le brocou-fleur. Tu as le choix entre deux types, l'un qui ressemble à un chou-fleur blanc normal avec une teinture verte pour les cheveux, et l'autre qui est la plante romanesco qui fait tourner la tête, qui a le goût du brocoli sucré et qui ressemble à une forêt fractale tripante. Tout ceci est possible grâce au fait que, étant des cultivars différents de la même espèce, le brocoli et le chou-fleur sont entièrement compatibles pour la pollinisation croisée. Depuis le XVIe siècle, les agriculteurs italiens croisent le pollen du brocoli avec celui du chou-fleur pour obtenir des graines de brocoli fécondées. Et comme c'était bien avant l'édition des gènes, le résultat ne contient que de l'ADN naturel. Alors, comment le brocoli romanesco obtient-il cette apparence étonnante? Au cours de sa croissance, la plante développe des tissus spécialisés appelés méristèmes à l'extrémité de ses pousses, qui permettent aux cellules de se diviser et de se développer en petits bourgeons. Lorsque le brocoli et le chou-fleur standard poussent, par exemple, ces bourgeons forment l'essentiel de la partie que nous mangeons. Et s'ils ne sont pas récoltés, ils fleurissent. Avec les romanesco, les pousses produisent des bourgeons presque identiques qui ne se transforment pas en fleurs lorsqu'ils arrivent à maturité. Au lieu de cela, ils font quelque chose de remarquable. Ils se développent en tiges qui se multiplient et se divisent encore et encore, formant une spirale autorépétitive presque parfaite. Curieusement, les effets fractales fous comme celui-ci apparaissent tout le temps dans la nature, comme dans les tournesols en spirale et les coquilles de nautiles, car c'est un moyen super efficace pour les organismes vivants de s'organiser de matière dense, ce qui est en fait un trait favorable à l'évolution. Et avec le brocoli en particulier, c'est un ajout favorable à ton assiette. Croisement culinaire. Qu'obtient-on lorsqu'on croise une tomate et une pomme de terre? Une tomate ou une pomme de terre? Quelle que soit la façon dont tu la vois, c'est tes frites et ton ketchup délicieusement mélangés en un. Mais aussi drôle que ça puisse paraître, la pommade existe vraiment. La première fois que des patates à base de tomates ont été cultivées sur la même plante, c'était en Allemagne, dans les années 70. Et elles ont été lancées commercialisées sous le nom de Tomtatos, au milieu des années 2010. On te pardonnera de penser que le résultat ressemble un peu à une pomme de terre enveloppant des tomates charnues, ou cousues ensemble comme un véritable monstre Frankenstein. Malheureusement, seul l'outil lasso de Photoshop peut nous greffer ces créations. Aussi amusant que soit le concept, en réalité, bien que la pomme de terre combine les deux plantes, les pommes de terre poussent normalement dans la terre, tandis que les tomates ordinaires poussent hors de la terre. Je sais que ces deux plantes peuvent sembler être un couple bizarre, mais il y a une bonne raison à cette association. Il est vrai que les tomates et les pommes de terre ne se ressemblent pas vraiment, mais elles appartiennent en fait à la même famille de plantes, Solanacées. En règle générale, plus deux plantes sont proches génétiquement, plus il y a de chances qu'une union se forme entre le scion. C'est qui est la pousse coupée par la greffe et le porte-greffe, la partie souterraine de l'autre plante. Ainsi, pour obtenir la combinaison ketchup and fries souhaitée, une blessure est faite sur les racines de plants de pommes de terre. Ensuite, une pousse tendre du plant de tomate est greffée sur cette blessure pour que les tissus de chaque plante puissent pousser ensemble comme une seule plante, chaque moitié portant ses propres friandises comestibles. De plus, la double culture de la tomate est extrêmement efficace, car elle permet de maximiser le nombre de légumes cultivés sur une seule parcelle, ce qui en fait un produit alimentaire de choix dans les endroits où l'espace est limité, et évidemment pour les personnes qui ne peuvent pas s'embêter à aller au McDo pour leurs envies de ketchup et de glucides. Bacon lumineux. Oublie les dîners romantiques aux chandelles, que dirais-tu d'un bacon phosphorescent dans ton assiette? En janvier 2006, un groupe de scientifiques taïwanais a décidé d'insérer les gènes d'un organisme complètement différent dans la séquence d'ADN d'un groupe d'embryons de porc avec des résultats tout à fait bizarres. Dans cette coque, une protéine fluorescente verte, ou GFP en abrégé, a été prélevée sur une espèce de méduse appelée Aquaria victoria, qui émet de la lumière lorsque ces protéines se lient au calcium dans l'eau de mer. Ils ont ensuite modifié le gène fluorescent vert amélioré pour que ses propriétés lumineuses soient 2 fois plus puissantes. Les scientifiques ont ensuite utilisé un processus appelé micro-injection de zygote pour insérer le matériel génétique de la protéine fluorescente verte dans une ovule de porc fécondée à l'aide d'une aiguille super fine. Lorsque la cellule s'est divisée, le gène vert s'est répliqué et s'est retrouvé dans toutes les cellules du corps des porcs, y compris leur cœur et leurs organes internes. Cependant, tous les embryons n'ont pas reçu le gène. Les embryons injectés avaient littéralement une chance sur 100 de briller. Mais pour les porcs porteurs du gène, pendant la journée, leurs dents, leurs yeux et leur peau étaient un peu verts,
et dans l'obscurité sous une lumière UV, ils brillaient comme des personnages de dessins animés radioactifs. Malgré cela, ils étaient en parfaite santé et se comportaient comme n'importe quel autre cochon. Une autre équipe de scientifiques a réussi à créer génétiquement 10 autres porcelets lumineux en 2013. Comme le lot précédent, ces cochons sur pattes néon ont brillé d'un vert fluorescent brillant sous une lumière noire. Mais à quoi sert tout ce plaisir fluorescent? Eh bien, les protéines fluorescentes présentes dans le corps des cochons incandescents sont encore capables de briller pendant le traitement par cellules souches, ce qui facilite le suivi du processus de guérison des organes malades au fil du temps. Il s'agit également d'une étape importante dans la recherche sur la façon dont nous pourrions ajouter des gènes bénéfiques aux humains à l'avenir, pour guérir les maladies et potentiellement ajouter d'autres traits génétiques bénéfiques. C'est vrai, je parle de quelque sorte de super pouvoir créé par l'homme, mais tu devrais me dire ce que tu penses de la moralité de tout cela dans les commentaires ci-dessous. Après tout, que se passerait-il si à l'avenir, seuls les riches pouvaient se permettre d'améliorer génétiquement leurs enfants? Il y a la matière à réflexion. En ce qui concerne l'avenir des cochons fluo, les chercheurs affirment que leur durée de vie est tout à fait normale, bien qu'il n'y ait aucun mot sur le goût d'une assiette de bacon fluorescent. Chevaux imprimés. Tu as peut-être entendu parler de la nouvelle tendance révolutionnaire des viandes cultivées en laboratoire, mais c'est généralement le bœuf qui est au menu à cet égard. Cependant, il semblerait qu'une viande encore plus étrange soit également de retour au menu pour les Russes et les Hongrois. En 2019, une start-up appelée ArtMeat a commencé à utiliser des cellules de cheval pour cultiver de la viande riche en protéines et pauvre en matières grasses. Étonnamment, la viande cultivée en laboratoire n'est pas simplement une alternative végétalienne à base de soja, c'est de la vraie viande animale. Et voici comment ça fonctionne. Les scientifiques cultivent des cellules musculaires animales dans un bioréacteur et les impriment en 3D pour en faire des steaks et des filets. Alors que dans un vrai animal, tu as des tissus contenant des cellules musculaires, des vaisseaux sanguins, des graisses, tu dois élever, nourrir et finalement tuer l'animal pour pouvoir le manger. Dans un bioréacteur, les scientifiques utilisent un milieu liquide riche en oxygène, composé de nutriments de base tels que des vitamines et des protéines, dans lequel flottent les cellules prélevées de manière sûre et inoffensive pour un animal vivant, qui se nourrissent de ce mélange et se développent et se multiplient pour former de la graisse et des tissus musculaires. Une fois les matières premières de la viande produites, les scientifiques peuvent les organiser de la même matière que les fibres musculaires se forment dans le corps d'un animal pour obtenir le goût et la texture générale d'une viande juteuse. Si tout cela t'intrigue, le bœuf cultivé en laboratoire est de plus en plus courant dans les supermarchés et restaurants américains. Tandis qu'ArtMeat a introduit de la viande de cheval cultivée en laboratoire sur les marchés russes et hongrois en 2023, où la demande de viande de cheval est plus élevée que dans la plupart des endroits du monde. Bien que les coûts de production de la viande cultivée en laboratoire soient actuellement élevés, l'entreprise a régulièrement réduit le coût de production d'un hamburger de cheval en labo de 325 000 $ à 1 000 $, et d'ici 2027, le prix de la viande de cheval cultivée en laboratoire devrait être égal à celui de la vraie viande. Pour ArtMeat, le plus grand intérêt est que les animaux n'auront plus à être tués pour être mangés. Mais échangerais-tu de la viande de boucherie contre de la viande cultivée en laboratoire? Et à ce propos, as-tu déjà goûté de la viande de cheval? Dis-le moi dans les commentaires ci-dessous. Cochons de boucherie. Nous avons déjà vu des cochons lumineux et des chèvres qui tissent des toiles, mais dans l'univers des capacités spéciales des OGN, ces cochons super musclés sont au top. Depuis 2015, des scientifiques élèvent en Corée du Sud des cochons qui sont doublement musclés. Habituellement, le gène de la myostatine chez les porcs limite la croissance des cellules musculaires à une quantité raisonnable, mais lorsqu'il est perturbé, son comportement mute, entraînant à la place une croissance rapide des cellules et des muscles squelettiques. Le biologiste moléculaire Jin Soo Kim a réussi à perturber ce gène spécifique chez les porcs à l'aide d'une technologie d'édition de gènes appelée TALEN. Il s'agit d'une enzyme de groupe d'ADN attachée à une autre protéine de liaison, à l'ADN, qui guide l'enzyme spécialement vers le gène de la myostatine à l'intérieur des cellules prélevées sur un porc, qu'elle coupe et modifie ensuite. Ensuite, la cellule éditée est injectée dans un ovule fécondé où les cellules modifiées se répliquent, se développent en un embryon avec les gènes modifiés dans tout le corps. Et le résultat? Des animaux qui ont l'air d'avoir fait de la muscu et qui produisent de la viande plus maigre et plus charnue, et en plus grande quantité. Que tu te lèches les babines ou que tu craches avec horreur, les chercheurs sud-coréens ont pour objectif de commercialiser ce bacon aux agriculteurs de Chine, où la demande de porc est en hausse, et au reste du monde par la suite. Ces cochons génétiquement modifiés n'ont pas encore été approuvés pour la consommation humaine. Mais si la viande doublement musclée est ton truc, tu peux déguster du bœuf volumineux sous la forme des vaches bleues belges. Comme pour les porcs, le gène de la myostatine qui contrôle la croissance des muscles est perturbé chez les vaches bleues belges, ce qui provoque une double musculature. Seulement, chez ces vaches, la mutation est plus naturelle, étant le résultat d'innombrables générations d'élevage sélectif plutôt que de modifications génétiques.
Mais avec des spécimens comme ce gros bovin d'1,80 m nommé Knickers, originaire d'Australie qui pèse la bagatelle d'une tonne 4, je dois dire que le terme naturel est utilisé de façon assez vague. Étant donné que tu auras probablement du mal à abattre l'une de ces unités absolues avec quelque chose de plus petit qu'un char d'assaut Abrams, la seule question qui vaille est la suivante. Es-tu en faveur de l'ultra-viande comme celle-ci? Dis-le moi dans les commentaires ci-dessous. Les faiseurs de fruits de la nature. Ne te laisse pas tromper par ces fraises blanches. Malgré leur apparence, elles sont mûres pour la cueillette en Floride. Ce que tu vois ici est une myrtille, le résultat d'une pollinisation croisée de fraises sauvages. Ce sont des fraises comme les autres, mais délicieusement piquantes et sélectionnées spécifiquement pour leur couleur inversée. Toutes les fraises sont blanches au départ, mais des protéines anthocyaniques pigmentent la plupart des fraises en rouge lorsqu'elles mûrissent. Les myrtilles, quant à elles, finissent par produire des quantités beaucoup plus faibles d'anthocyanines dans leur chair, de sorte que lorsqu'elles sont mûres et prêtes à être mangées, elles sont blanches à l'intérieur comme à l'extérieur. Il existe aussi d'autres fruits aux formes bizarres, comme cette fraise bizarre qui semble avoir été copiée-collée une fois de trop. Les fraises déformées comme celle-ci sont appelées des fraises faciées, ou crêtes de coque. En général, les méristèmes des plantes, cellules capables de se diviser en d'autres cellules spécialisées, sont responsables de la production de fruits selon un schéma normal et organisé. Il arrive cependant que ce contrôle rigoureux soit perdu, généralement à cause du froid ou de bactéries qui affectent le fonctionnement des cellules de la plante, et que des fruits extra larges et allongés se forment. Mais ne t'inquiète pas, les fruits qui en résultent sont tout aussi délicieux et tout aussi propres à la consommation, comme c'est le cas de cette paire de melons déformés. Les fruits en forme étrange comme ceux-ci sont fabriqués au Japon, et il n'y a pas de modification génétique cette fois-ci non plus. Alors que la pastèque est encore petite sur sa plante, une boîte carrée en verre trempé ou un moule en forme de cœur est placé autour d'elle, de sorte qu'elle grandit dans cette forme. Il en va de même pour ces mignons bébés poires qui sont rangés à l'intérieur d'un moule en plastique du dieu rieur de la fortune de Chine. Alors si tu aimes les fruits bizarres ou si tu penses que les pommes gala ont besoin de plus de personnalité, essaye d'en faire pousser dans des moules ou des récipients en forme intéressante dans ton jardin. Voilà comment on peut s'amuser à manger des fruits. Énigme de la pomme. Si l'apparence des pommes, même celle en forme de cube, te semble encore ennuyeuse, je te présente la pomme perle rose. Elle est de toute beauté, n'est-ce pas? C'est à l'agriculteur californien Albert Ether que l'on doit d'avoir été le premier à cultiver la douce perle rose en 1944. Il voulait emprunter les caractéristiques d'une pomme à chair teintée de rouge, bien nommée la pomme surprise, dont la chair cramoisie résultait de la quantité accrue d'anthocyanine. Une molécule qui donne à de nombreuses pommes le riche pigment rouge de leur peau. Ether a donc croisé la surprise avec d'autres variétés, en plantant les graines jusqu'à ce qu'il se retrouve avec un arbre portant des pommes à la chair rouge et à la peau dorée sans prétention. On peut dire qu'étant donné le contraste entre sa peau et sa chair intérieure, la création d'Ether méritait encore plus le nom de surprise. Une autre personne ayant une affinité avec les fruits rouges est Marcus Cobelt, qui a passé plus de 20 ans à sélectionner ses pommes pour qu'elles ressemblent à la forme et à la couleur d'un cœur lorsqu'elles sont coupées en deux. En croisant les pommes Royal Gala et Braeburn avec d'autres variétés à chair rouge qu'il n'a pas encore révélées, Cobelt a obtenu un fruit à chair et à peau plus rouge et plus éclatante que jamais. Mais la valeur de ces fruits rouges va plus loin que l'apparence. Grâce à leur teneur élevée en polyphénol, les composés que l'on trouve généralement dans les fruits rouges foncés, ils contiennent 13 fois plus d'antioxydants que les pommes normales, ce qui les rend non seulement plus sains, mais leur permet également de conserver leur couleur même après avoir été coupés en tranches, ce qui signifie qu'ils mettent beaucoup plus de temps à devenir bruns. Les fruits de Cobelt sont plus que de simples pommes, ils sont une véritable image de la santé. Le mystérieux limelon. En 2020, la chaîne de supermarchés britannique Marks & Spencer a lancé le limelon en édition limitée. Leur marketing a taquiné les clients. Est-ce un citron vert? Est-ce un melon? Non, c'est un limelon. Mais cette étrange création était-elle en fait une fusion funky de deux fruits très différents? Eh bien, rien qu'à l'aspect de la peau extérieure qui ressemble à celle d'un citron, tu pourrais certainement croire qu'il s'agit d'un croisement d'un agrume et d'une pastèque. Et compte tenu des travaux génétiques farfelus que nous avons vu la science effectuer sur certains de nos aliments préférés dans cette vidéo, il est facile d'imaginer le docteur Fruitenstein en train de coudre l'ADN des deux plantes ensemble. Malheureusement, ce qui ressemble à un melon caché dans la peau d'un citron vert n'est rien d'autre qu'une ruse amère. Ce que Marks & Spencer a spécifiquement vendu comme un nouveau fruit inventé, croisant le melon sucré avec le piquant du citron vert, était apparemment intentionnellement trompeur. En fait, c'était à moitié vrai. Il s'agit vraiment d'un melon, mais le goût du citron vert n'est que du goût. Il n'y a pas eu de coupage et de collage d'ADN. Quoi qu'il en soit, grâce au marketing inhabituel du fruit, les clients ne savaient pas s'ils étaient génétiquement modifiés ou non, ce qui a poussé l'équipe des réseaux sociaux du supermarché à préciser qu'aucun de leurs produits n'était génétiquement modifié. Mais sans la magie de l'épissage des gènes, comment ont-ils fait pour qu'un melon ait le goût du citron vert?
Eh bien, grâce à un élevage sélectif très minutieux et à des testeurs de goût experts, il est possible d'obtenir des saveurs de fruits qui sont similaires à d'autres fruits sans modification génétique. Pour que le melon produise une amertume semblable, bien que plus douce à celle du citron vert frais, les agriculteurs ont sélectionné des variétés plus acides pour les croiser. En croisant génération après génération ces melons au goût amer, leurs qualités uniques sont devenues de plus en plus prononcées, ce qui a donné naissance à une toute nouvelle variété de melons avec un zeste d'agrumes notable. Mais si la saveur citronnée d'un citron vert ou d'un citron ne te donne pas envie de manger des melons aux agrumes, tu peux t'opter pour un melon qui ressemble davantage à un citron sur le plan visuel. Oui, ces melons à chair jaune existent bel et bien, et ils sont le produit d'une mutation naturelle et sont cultivés sur le continent africain, ainsi que dans la masse continentale d'Amérique centrale. Ouais, je crois qu'après toutes ces folies d'hybridation, je crois que j'ai besoin de revenir sur Terre avec une bonne pomme, fiable et normale. Alors, lequel de ces aliments étranges a attisé ou coupé ton appétit? Dis-le moi dans les commentaires ci-dessous, et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.